pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 15. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle ciné, comics, jeux vidéo, séries, politique. Et puis, cette semaine, il nous fallait un sujet un peu plus léger après notre lourd tribut payé au bon goût, après s'être maté la série des campings. Donc, on va parler Game of Thrones, qui est un sujet qui parle un peu à tout le monde. Qui est un sujet léger, comme tout le monde le sait. Voilà. Écoute, c'est un sujet où on brûle les enfants. Ouais, voilà, oui. Oh là là, spoiler. Ouais, mais alors, il faut annoncer tout de suite la couleur, on va spoiler, quoi. Oui, on va parler de la saison 6. Donc, si vous n'avez pas vu la saison 6, vous pouvez garder cet épisode dans un coin pour plus tard. Vous le téléchargez, mais vous ne l'écoutez pas, quoi. Voilà. Et ou alors, vous filez tout de suite à nos recours en fin d'épisode. Et puis, vous l'avez entendu, à mes côtés, c'est le Lord Baelish de la West Coast. J'ai nommé Benjamin François, alias Quicks. Eh bien, bonjour, le seigneur Varys de la France. Je me téléporte pas. Je n'ai pas d'idée particulière. Bonjour les auditeurs, bonjour tout le monde. Et moi, je suis Daniel Andreev, alias Quicks. Mais bon. Alias Quicks, oh le mec qui me vole mon identité. Qu'est-ce que je dis n'importe quoi. Alias Cabri Robotics. Et vous allez tout de suite savoir, je vais tout de suite vous expliquer pourquoi on est vanné. Enfin, en tout cas, pourquoi moi je le suis, c'est parce que je reviens de Japan Expo et je vais en parler dans quelques secondes. Mais toi d'abord, Quicks, comment vas-tu depuis la semaine dernière? Eh ben moi, depuis la semaine dernière, j'ai été au concert du 4 juillet au Hollywood Bowl, puisque le 4 juillet, c'est la célébration de l'indépendance américaine, comme beaucoup de gens le savent depuis le film de Roland Emmerich d'il y a 20 ans. Et pour le 4 juillet au Hollywood Bowl, le classique du cinéma, tu veux dire? Le grand classique du cinéma de merde. Et donc je suis allé... Ah si, c'est de la merde, Independence Day. On pourra en faire un After Eight si tu veux, mais c'est de la merde. Bref, c'est pas le sujet. Concert de Chicago. Chicago, c'est un groupe qui est quasi inconnu chez nous, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qui est peut-être connu des auditeurs de RFM, mais pas de beaucoup d'autres, j'imagine, ou alors vraiment de gens qui avaient des parents qui s'intéressaient vraiment à ce qui s'appelait entre guillemets le rock un peu psychédélique, un peu expérimental. En fait, c'est un groupe de rock and roll avec des trompettes, avec des cuivres. Et c'est un groupe qui est méconnu en France quand même, mine de rien, et qui tourne depuis les années 70 aux US. C'est un groupe qui s'est formé en 1967 à Chicago, Illinois, et qui est archi connu aux USA. Et comme je le disais, c'est pas le seul. Il y a des groupes comme ça qui ont du mal à franchir l'Atlantique, alors qu'ici ils sont cultes. On peut parler du genre tout entier de la musique country, hein, mais Chicago n'est pas un groupe de country. C'est un groupe qui a sorti 31 albums, rien que ça, hein, mine de rien, au titre tout aussi évocateur que 7 ou 14 ou 28, je déconne même pas, c'est ça les titres de leurs albums, ils ont juste numéroté les albums quand ils les ont sortis. Et c'est pratique pour s'y repérer, hein. Et voilà, comme Chris Castle. Pour les classer chronologiquement, c'est plutôt pratique. Et un truc qui est assez symptomatique de la méconnaissance du groupe en Europe, c'est que vous allez sur la page Wikipédia américaine du groupe, elle fait 14 pages, vous allez sur la page française, elle en fait 2. Donc je pense que c'est assez significatif. Et bah mine de rien, c'était un chouette concert. J'étais agréablement surpris parce que j'ai reconnu 2 ou 3 morceaux, mais je sais pas d'où je les connais la plupart, je pense que je les ai entendus ici en fait. Sauf un qui a été samplé par un groupe d'électro dont je suis extrêmement fan et dont je parlerai dans ma recommandation. Voilà, donc ça c'était mon 4 juillet. Voilà, c'était mon 4 juillet, un chouette concert avec un chouette feu d'artifice. Bref, toi, quoi de neuf? Eh bien écoute, je reviens de Japan Expo, donc, où on a tourné un épisode de Gaijin Dash en live. Et en fait, j'ai fait mon calcul. Pour chaque minute passée à Japan Expo, il me faut le double en temps de récupération. Parce que c'est toujours aussi éreintant, c'est toujours aussi physique, et je ne sais pas pourquoi. C'est la seule convention au monde, c'est le seul grand événement comme ça qui me fatigue autant. Autant les Comic-Con américains, pas de soucis. Tokyo Game Show, bon bah après tu fais ta sieste, mais ça va quoi. Mais Japan Expo, c'est de la fatigue à l'état brut, alors que tu prends que le putain de RER pour y aller. Et c'est curieux, ouais, que tu sois plus fatigué après ça qu'après le Comic-Con de San Diego. Je sais pas. Pourtant, le Comic-Con de San Diego, on en a fait ensemble.
On en a fait 2 ensemble même. On a fait 2, genre c'est vraiment un moment où je m'épuise et je me donne à fond à la tâche et après âpre négociation et tout ça, mais voilà, je comprends pas ce qui se passe avec Japan Expo. Je remarque déjà dès le début, tu vois, il y a moins de Naruto. Naruto commence à disparaître. Ouais. Et alors c'est quoi le truc qui remplace Naruto, la nouvelle mode? Je trouve qu'il y a beaucoup d'Hatsune Miku là en ce moment et pourtant Hatsune Miku ça a l'air inusable. C'est une fille avec les cheveux bleus, je précise pour les auditeurs qui ne connaissent pas. C'est une fille avec les cheveux bleus et la pape du Vocaloid, et elle s'est reconnue en France parce que sur Canal+, une fille qui faisait les minutes pop de l'époque disait oh là là c'est nul à chier, ah quelle horreur. Et évidemment, elle s'est pris des flopés d'otaku sur la gueule en disant mais on ne touche pas à notre DS manga, enfin genre voilà, des menaces, des vraies menaces. Donc je suis rentré de tout ça et j'ai eu qu'une seule idée en tête en rentrant, c'est qu'il fallait que je m'achète un purificateur d'air. Je sais pas pourquoi, c'était dans ma tête, je me disais putain, il me faut un purificateur d'air, C'est concept. Ouais, et je me fais une folie tous les 10 ans. Il y a 10 ans, j'ai acheté un aspirateur Dyson, et là, j'ai acheté un purificateur d'air Dyson. Et je vous dirai si ça marche vraiment. En fait, je pense qu'il y a un énorme effet placebo à avoir ce genre de matos. Tes folies ont l'air assez sponsor un peu. Ouais, mais tu sais, Dyson, j'adore les produits Dyson parce qu'ils ont un rapport au mecha design. Genre, tu vois l'objet, il a été pensé comme un robot, mais du quotidien, et j'adore ça. Il y a que Dyson qui pense ces objets comme ça. Et attends, tu peux pas me dire si tu mets 300 ou 400 euros dans un aspirateur Dyson, mais si tu mets le triple dans un iPhone, ça reste tout aussi illogique par rapport à la taille et à l'intérêt de l'objet, tu vois. C'est vrai. L'important, c'est vraiment le bien que l'objet t'apporte. Et là, en l'occurrence, mais tu mets déjà le triple dans un Dyson par rapport à un Roventa Singer Molinex. Il paraît qu'il faut citer plusieurs marques quand on en cite une. Moi, je sais pas. On s'en bat les couilles, on n'est pas sponsor. Ah oui, on pourrait croire qu'on est sponsor. Non, on n'est pas sponsor. Il paraît que c'est le CSA. Moi, tu sais, je me méfie. Non, alors, les podcasts ne répondent pas au CSA. Je peux te l'assurer. D'accord. C'est comme les youtubeurs, tu vois. C'est pour ça que c'est une zone grise. Oui. Oh putain, faudra que je parle des youtubeurs. Je te parle des youtubeurs parce que putain, c'était David Lafarge, Pokémon et tout ça, c'était dans le In the Air. Tout le monde en parlait. Ouais, mais en fait le truc c'est que le salon est moins crevant aussi parce qu'il y avait moins de monde. Je crois qu'il y avait genre moins 20% de personnes. Et ça c'est l'effet post-attentat, la chaleur, l'euro, il est un peu plus tard dans l'année. Enfin toutes les raisons sont bonnes pour justifier ces moins 20%. Et alors, comme j'avais encore un peu de force, je sais pas comment j'ai fait, mais je suis allé au concert Fury. Tu te souviens, c'était Marocco de l'épisode dernier, j'ai parlé du jeu Fury qui est dispo sur PSN voilà, qui est sorti depuis. Et sur Steam, il est sorti depuis. Et ils ont fait un concert avec 4 des mecs qui ont fait la musique, dont Carpenter Brut, Toxic Avenger, Night et Wave Shaper. Et c'était genre, on s'est regardé avec les gens et c'était vraiment une musique. Waouh, c'était décoiffant, c'était très brutal, c'était de l'électro, tu sais, un peu cette tendance un peu rétro quoi. Et c'était vraiment un super concert, on s'est vraiment éclaté. Et surtout en plus, ça donne envie de rejouer à Fury, mais comme un robot quoi. C'est aussi pour ça que cette bande son marche, c'est qu'elle te donne envie de rentrer dans cet univers. Ouais, moi tu vois, je me suis mis à Shadow of Mordor parce que j'étais en manque de jeux où on se tapait dessus depuis que j'avais fini les Batman, donc même si je suis pas un gros fan de Lord of the Rings, Shadow of Mordor c'est vachement sympa. Tu m'as dit que Shadow of Mordor globalement c'est Batman, mais c'est Batman Arkham mais dans l'univers, dans le Mordor, voilà, c'est ça. Écoute, donc c'est plutôt cool, et sans la Batmobile. Bah évidemment. Bon je crois qu'on est bon, on a fait le tour de nos questions. Maintenant on va passer au sujet du jour, à savoir Game of Thrones. Allons, fais pas cette gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Et on est de retour pour le débat de la semaine, Game of Thrones, saison 6. Alors on voulait le faire plus tôt, mais en même temps on se dit toujours on va laisser aux gens le temps d'aller voir le film ou de voir la série.
Et donc du coup, on se dit, allez, enfin Game of Thrones, on se le fait cette semaine. Dis-moi, mon ami Quix, est-ce que tu es satisfait de cette saison? Bah là, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines, 3 semaines que le final est passé. Ça y est, tu es orphelin. Moi, je suis très satisfait de cette saison et j'ai très très envie de voir la suite, comme beaucoup de gens, je pense, parce que voilà, on a une promesse de quelque chose d'absolument épique avec ce plan final où tu vois les bateaux avec Daenerys et Yara et Théon et Tyrion et Varys qui sont voilà en route vers Westeros. Donc oui, c'est quand même ça promet quelque chose d'assez épique, sachant qu'à Westeros c'est le bordel complet maintenant, avec un pouvoir complètement déstabilisé, avec Cersei qui maintenant va être en roue libre totale, sachant qu'elle a plus d'enfants, avec Jaime que tu sens plus trop sûr de quoi faire quelque part. Encore une fois, voilà. C'est un grand travail des acteurs qui aide à communiquer tout ce champ d'émotions vraiment intense, quoi. Il y a eu vraiment un gros boulot sur cette saison, et j'étais un des rares à défendre la saison 5 parce que tout le monde se plaignait qu'il se passait rien et que c'était chiant, et pour moi il y a eu tout un travail de setup sur la saison 5 qui a été certes long et qui a pris son temps, mais qui a payé, parce que là la saison 6, il y a quasiment pas eu un temps mort, alors que généralement Game of Thrones t'as un gros ventre mou jusqu'à la fin de saison où là ça pète entre guillemets, et ensuite rebelote. Et là sur cette saison 6 ça a été quasiment ininterrompu, quoi. Ça a été et comment on peut expliquer ça? La théorie, c'est que d'abord Game of Thrones suivait le bouquin, et puis là ils ont dépassé le bouquin, donc du coup ils sont obligés de pas d'improviser, on leur a donné des instructions, mais au moins de faire des épisodes qui se tiennent et d'avoir des pics dans chaque épisode, et d'avoir une espèce de narration qui se tient, quoi. Et ils ont pu se libérer, voilà, d'un certain étau dans lequel ils étaient avec les livres. Et il y a certains arcs qui étaient interminables, et qui le sont un peu encore d'ailleurs. Enfin, Arya, tout le passage avec les Faceless Men, c'était long, c'était chiant, et ça y est, c'est enfin fini. Ah attends, c'était son entraînement de Daredevil. Normalement, tu vois, ça prend beaucoup de temps quand même. Tu vois, mais là, Daredevil. Ça a pris quasiment 2 saisons, quoi. Il y a un moment, t'es là, faut que ça cesse. Et puis, tout l'arc Sam avec comment elle s'appelle, Gimli, elle s'appelle, je sais plus. Gilly, elle s'appelle. Gilly, la fille qui est avec lui. Et le bébé qui est le seul personnage à ne pas vieillir d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué. Il apparaît genre dans la saison 2 ou 3, c'était un bébé. On est à la saison 6, on est 3 ans plus tard. Bran, c'est bon, maintenant il a des poils autour du sgeg, il est grand, il est teenager. Après, il y a un truc avec le temps dans cette série quand même. C'est que tu sens qu'il y a des choses qui se déroulent au même moment, il y a des choses qui se déroulent pas au même moment. Tu sais, il y a la fameuse explication pourquoi Varys se téléporte à la fin et pourquoi il est sur le bateau alors qu'il était la scène d'avant. Alors qu'il était à Dorne avant, ouais. Chez les Amazones, là. Mais au niveau du temps, moi, ce bébé, je trouve vraiment impressionnant parce que on a vu Myrcella, on a vu Tommen, on a vu Bran tous vieillir, mais le bébé, lui, non, c'est toujours un bébé. Pas de problème. Mais dans le même temps, l'arc Sam, il est chiant. Donc là, il est arrivé à sa bibliothèque, super, mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, en fait. Honnêtement, tu sais pas ce qu'ils vont faire avec ce perso, quoi. Ouais, depuis qu'il a tué un White Walker, le perso est devenu mais chiant comme la pluie. Et c'est un peu dommage parce que c'est un perso qui avait un peu du potentiel. Enfin, c'était le perso pour qui la plume est plus forte que l'épée, tu vois. C'est le perso instruit qui aime pas se battre. Ça donne toujours des trucs intéressants généralement. Mais là, je sais pas, on verra bien. Bon, du coup, alors, tu m'as dit Sam, il te fait chier. Ah oui, quel perso t'emballe là-dedans? Dans cette saison, dans les persos qui m'emballent, j'étais un peu déçu qu'on voit pas plus Brienne, parce que Brienne, c'est quand même, voilà, Brienne Kirker. Alors, oui, d'accord, mais elle a une scène géniale quand même. La scène de le revoir est vraiment... La scène de le revoir avec Jaime est vraiment formidable, ouais. Vraiment, le travail des comédiens sur cette série, je trouve... Enfin, à chaque fois, c'est de mieux en mieux. À part... moi, il y en a un qui me choque à chaque fois, c'est Lord Baelish, parce qu'il joue... He plays like with a voice, comme ça. Il a rendu sa voix et... Il joue pas très bien. Il joue pas très bien, et en même temps, moi, je peux comprendre, parce que, faut dire, l'acteur, c'est Aidan Gillen. Il a déjà joué les 2 rôles de sa life, quoi. Non, même le rôle de sa life, il était Tony Carcetti dans The Wire, quoi. Donc,
tout ce qu'il pourra faire est moins important que ça, quoi. Donc, peut-être qu'il joue en roue libre, il y joue en roue libre depuis, je ne sais pas. Mais il a une voix, il a un phrasé, genre, quand tu l'entends, tu sens qu'il est faux, quoi. C'est génial. Cet acteur, je l'adore. Il y a, mais Brienne, ce que je trouve formidable avec le personnage, c'est que voilà, elle a grandement contribué à humaniser Jaime Lannister. Même s'il y a eu l'épisode où il viole Cersei sur le cadavre de Joffrey, ce qui était assez atroce. Mais qui a un truc modifié, c'est-à-dire en plus c'était pas dans le bouquin et c'était genre. Mais c'est un gros loupé de la série parce qu'à la base, d'après les showrunners, c'est pas un viol, donc c'est qu'ils se sont complètement foirés en tournant la scène, donc c'est vraiment dommage. Oui, elle fait non et puis bon bah. Alors que normalement dans le bouquin il y avait pas d'ambiguïté, quoi. Voilà. Et ça, c'est un gros raté de la série. Le personnage de Sansa est un personnage que moi, je n'ai jamais aimé. Et ça continue, alors que j'ai eu un semblant d'espoir. Elle est en pleine montée en puissance quand même, Sansa. Ah ouais, complètement. J'ai eu un semblant d'espoir dans la saison précédente où elle avait cette espèce de robe sombre, où tu voyais qu'elle commençait à prendre conscience du pouvoir qu'elle pouvait avoir. Et puis, Dark Sansa, le moment, voilà. C'est son moment Dark Phoenix. Ah ça, c'était, voilà, là tu dis ça y est, le personnage va enfin gagner en épaisseur plutôt qu'être la pauvrette contre un bal à droite à gauche et qui est la victime de la série en fait. C'est elle qui subit. Et puis ensuite, manque de bol, non, Baelish l'abandonne à Ramsay Bolton et elle aussi se fait violer. Alors écoute, j'ai jamais compris pourquoi Baelish l'abandonne en fait. Quelle est sa stratégie? Je comprends pas non plus. Genre, quelle est sa stratégie pour ensuite s'excuser après et revenir dans son camp? Genre, je me demande trop de stratégie, si la stratégie. C'est peut-être un plot hole carrément. Oui, c'est un plot hole parce que il semblerait que, enfin, et encore une fois, je tiens à dire, je n'ai pas lu les bouquins. Toi, tu n'as pas lu les bouquins non plus. Moi non plus. On ne parle que de la série. On ne parle que de la série. Voilà. C'est que dans le bouquin, il ne donne pas ça en fait. Ouais. Et du coup, ça expliquerait pourquoi c'est tellement illogique en série, quoi. Enfin, genre, c'est pas impossible. Il n'avait rien à gagner dans ce truc. Écoute, moi, il faut que je te dise, j'ai plusieurs persos préférés et malheureusement, il y en a un qui est mort. Je trouve que Ramsay, le méchant de la série, c'était le méchant parfait. Enfin, il était génial. méchant. Et le truc, c'est qu'il est allé tellement loin. Je pense que tuer sa belle-doche et l'enfant, les faire bouffer par des chiens, je pense que ça c'était le step le plus ultime. Et là, d'ailleurs, l'acteur le dit assez bien. Il dit, quand on a été jusque là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce personnage? C'est un peu ça. C'est vrai, il a été tellement loin. Mais il était le méchant idéal depuis la mort de Joffrey, depuis la mort de son grand-père. Enfin, genre, oui, il était génial, quoi. Et en plus, l'acteur le jouait à 100%. Enfin, je veux dire, il a quand même émasculé un cum, quoi. Enfin. Mais il a fait oublier Joffrey, c'est ça qui est fou. Moi, en fait, ma copine s'est refait toute la série, est encore en train de se retaper tous les épisodes avant de regarder la saison 6. Et j'ai revu quelques épisodes avec elle, et j'ai revu Joffrey, et je me suis dit, c'est vrai que Joffrey, il était méchant, j'avais oublié, mais j'avais oublié Joffrey tellement Ramsay a finalement monopolisé le truc et s'est approprié le rôle du méchant très très méchant. Mais pour le coup, il était parfait, il était d'un sadisme encore pire que Joffrey, ce que j'aurais pas cru possible à l'époque. Ouais, c'est vrai que Joffrey, ouais, je pensais qu'à la mort de Joffrey et aussi à la mort du père de Cersei, je me suis dit, ah putain merde, on va perdre des méchants. Et en fait, moi, il me faut un bon antagoniste, en fait. Mais Tywin, en fait, était pas dans cette logique de cruauté. Tywin, c'était... non, mais Tywin, il était vraiment un antagoniste. Pour moi, c'était... Ah, c'est vrai. Genre, c'était le mauvais père, c'était vraiment une raclure de bidet, quoi, en termes humains. Oui. Mais du coup, ça en faisait un personnage parfait. C'est vraiment pour moi le personnage parfait de cette série, quoi. Le mec qui contrôle sa famille, Cersei qui lui dit je veux pas marier, il fait ta gueule. il lui fait ta gueule, t'es what? Et tu vas te marier, et toi et le nain, toi tu vas te marier avec. Oh là là. Et puis c'est vrai que d'un point de vue sadisme, Ramsay avait dépassé Joffrey. Oui, et sa haine de son propre fils de Tyrion est vraiment vraiment un des trucs les plus importants de la série, je trouve, hein, personnellement. Et il faut que je te dise, moi, il est Tyrion pour les mêmes raisons que Cersei est Tyrion. C'est parce que leur mère est morte en donnant naissance à Tyrion. Donc, ouais. Et oui, d'ailleurs, j'ai hâte de voir les retrouver entre Cersei et Tyrion. En fait. Et il faut que je te dise un truc, moi, et en fait, c'est le moment où on va se dire, je vais me dire un de mes persos préférés, mais j'ai peur que rien que le fait de le dire,
il va mourir. Tu sais, c'est ce moment. J'adore Sir Davos, le Onion Knight. Et pour moi, plus que tous les persos, plus que Jon Snow, plus que tous les autres, c'est le compas moral de la série, en fait. Ah, c'est le type à la moralité la plus pure, donc il va crever, c'est quasiment sûr. Il est pas complètement pur, mais c'est vraiment le roi Salomon. C'est le mec qui écoute les choses qui se passent, qui parle quand il faut, et qui réfléchit tout le reste du temps. C'est le mec qui libère Gendry quand Stannis voulait le sacrifier. Gendry qui a disparu depuis d'ailleurs, hein, qui est parti en bateau et on l'a plus jamais revu. Il libère. Oui, c'est vrai, Gendry. Où est passé Gendry? Ça se trouve, il va se cogner contre le bateau de Daenerys, hein, tu sais pas. Ça serait boum et il coule et il meurt. Adieu Gendry. et surtout, le pauvre, il a vécu c'est quand même une série où les infanticides et les infanticides sont nombreux. Et le mec, la petite fille, elle était comme sa fille, et le fait qu'elle meure, et en plus. Ah, Shireen, ouais. Ouais, et je pense que tu vois, quand j'ai vu de nombreux articles qui disaient oh là là, Game of Thrones elle est trop loin quand Sansa s'est fait violer par Ramsay. Et il y avait même un site, comment il s'appelle, c'est Marissou qui disait nous on va plus regarder Game of Thrones. Et comment tu peux aller d'un step plus loin dans l'horreur? C'est quand même une série où t'es une petite gamine qui se fait brûler par son père. En termes de père de l'année, c'est vraiment c'est toujours, il y a un problème, il y a vraiment un problème dans les familles de Game of Thrones. Tu pensais que Walder Frey c'était le pire père, tu pensais que c'était le père Greyjoy le pire. Eh ben non, c'est Stannis le pire père de l'année. Stannis c'était vraiment c'était l'année dernière, hein. C'était la saison c'était la saison 5, je crois que c'est on spoil aussi la saison 5, si des fois je pense que c'est assez évident qu'on va spoiler les saisons d'avant, mais je pense que c'est l'épisode où finalement même les gens qui disaient il se passe rien cette saison, ils ont vu l'épisode et puis ils ont fait OK. Moi c'est l'épisode qui m'a foutu la gerbe. Là c'était vraiment c'était très très loin. Genre une gamine qui crame, c'est vraiment l'horreur absolue quoi. Mais c'était finement joué de la part de là aussi c'est l'acting qui fait tout, parce que tu vois pas forcément beaucoup de choses à l'écran, mais les hurlements qu'elle pousse sont de plus en plus déchirants. Oui. Et oh là là, ça te remue, c'était vraiment difficile. C'est une règle de base de la dramaturgie, c'est moins tu montres et plus tu le montres en fait. Plus tu montres la réaction en fait. Cersei qui décide de torturer la meuf qui l'a torturée, et tu ne vois rien, tu entends juste des cris et tu peux imaginer l'horreur qu'elle est en train de voilà, vivre, c'est suffisant. Ouais. Et elle lui fait non ma pauvre, tu vas pas mourir. Cersei, parlons de Cersei justement. Elle, bon maintenant, je pense que ça va être la Mad Queen quelque part. Ce qui serait intéressant. Elle a quand même, elle a quand même pour moi des moments de redeeming, tu vois, de moments où tu dis elle est pas complètement. Et cette série a beaucoup insisté sur ce fait que tous les persos gentils sont pas forcément gentils et les persos méchants sont pas forcément méchants. Et elle, son amour pour ses enfants était le truc qui l'a sauvée un petit peu. Tu voyais qu'elle était pas foutue. C'était sa part d'humanité. Maintenant que tous ses enfants sont morts, pour moi, elle va sombrer dans la folie. Honnêtement, je pense que Cersei va vraiment sombrer complètement à partir de maintenant, quoi. Et ça va devenir la Mad Queen. Et alors, ce qui serait intéressant, c'est si Jaime la butait au final. Comme ça, il serait Kingslayer et Queenslayer. Il aurait buté le Mad King et la Mad Queen. Ça pourrait être marrant. Jaime, il l'aime trop. Genre, vraiment, il le dit à un moment dans cette saison. Il dit non, pour son amour, je ferais n'importe quoi. Ouais. Mais le regard qu'il lui lance à la toute fin, quand tu le vois qui est revenu à King's Landing. Ah, il est inquiet. Tu sens qu'il y a un truc, quoi. Tu sens qu'il y a peut-être quelque part dans sa logique, il y a quelque chose qui est en train de shifter, je pense. Et puis, il y a un autre perso important qui a fait son retour dans cette saison, c'est Sandor Clegane, à savoir The Hound. Ah, The Hound. Alors, voilà, Sandor Clegane, qui est un de mes persos préférés. Moi, j'adorais le duo qu'il faisait avec Arya, justement, donc avant qu'Arya finisse avec les Faceless Men. Je trouvais ça vraiment vachement bien, avec lui qui est devenu un peu le chevalier sans roi, quoi, le type qui a plus rien à faire et qui du coup s'en bat un peu les steaks de tout. Et elle, qui est la petite gamine qui a une relation très très particulière avec lui et qui au final va apprendre de lui, mais qui veut quand même aussi le tuer. Je trouvais ça génial, vraiment, le duo qu'il faisait. Et le fait qu'il soit de retour me remplit de joie. Parce que voilà, c'est aussi un personnage c'est une règle de base, c'est genre, tant qu'on n'a pas montré le corps, tant qu'on n'a pas montré le corps, il est pas mort, et c'est pour ça que tu devrais garder de l'espoir pour... Moi, je crois toujours que Stannis est pas mort, hein, tu sais. Ah oui, toi, tu crois que Stannis est pas mort? Moi, j'allais dire...
Maintenant, je pense qu'il est mort. Brienne a dit qu'elle l'avait tué. Je pense qu'elle l'a tué, mais oui, honnêtement, ça aurait été un échec pour Brienne. Mais est-ce que voilà. tu penses que Marjorie Tyrell, est-ce qu'elle est encore vivante? Alors, moi, j'aimerais bien qu'elle soit encore vivante parce que cœur Marjorie, mais je pense vraiment qu'elle a pas pu en sortir. Moi, je pense l'explosion était telle que. Et puis, ça donne un tel mobile de combat, enfin de haine à sa grand-mère. Ouais. Oui, tout à fait. Par Emma Peel. Ouais, Emma Peel. Ah putain, genre, je pense que c'est quand même une série où il y avait vraiment de grands acteurs, quoi. Et elle est vraiment une extraordinaire actrice. Et c'est con qu'on ait perdu aussi le High Sparrow, qui est aussi un acteur extraordinaire. C'est vraiment une série qui a été quand même bénie par les. Mais l'alliance justement de la grand-mère Tyrell avec les Sand Snakes de Dorne est plutôt bien vue, parce que c'est vrai que maintenant voilà quoi, ennemi commun, plus de pitié. Et puis voilà, c'est une alliance de meufs. Et avec Daenerys de son côté, enfin ça va être une baston de femmes au final, parce que voilà, c'est Cersei contre Daenerys, contre la famille Sansa, Tyrell. Et puis Sansa derrière. Et puis Sansa derrière, et puis Arya derrière, enfin voilà, et c'est ça qui est beau, c'est que les nanas qui étaient globalement maltraitées dans la série, à part quelques rôles qui étaient plutôt forts, ont pris le pouvoir, mine de rien. Est-ce que tu penses que The Hound va rester vivant, ou est-ce qu'il va avoir une fin morale, la fin morale que mérite son personnage? Alors, est-ce qu'il va trouver la rédemption avant de mourir, tu veux dire? Ouais, voilà, c'est ça. Mais déjà, il a la rédemption. Pour moi, voilà, il est en bonne voie. Hein, là, vraiment, et une voie de rédemption dans cette série, c'est la voie vers la mort. Hein. Moi, je vois bien le Hound buter son frère et mourir en tuant son frère, ou genre il se sacrifie pour tuer son frère, ou un truc comme ça. Je crois que c'est un des personnages qui a les meilleures répliques. J'adore celle pendant le Battle of Blackwater, il fait "If any man dies with a clean sword, I'll rape his fucking corpse." Et genre, c'est tellement lui, quoi. Il est vraiment, c'est vraiment le personnage de jeu de rôle typique, quoi. Le mec hargneux, mais au grand cœur. Mais c'est un personnage qui a plusieurs facettes, c'est ça qui est bien, parce que. Et il a vraiment un arc de vie intéressant, comme on a beau dire que Ramsay était le méchant parfait, mais Ramsay c'était un méchant à 100%, quoi. Il avait zéro côté aimable ou rédempteur, quoi. Enfin, ses deux derniers actes, c'est de tuer le dernier Stark, Rickon Stark, et de tuer son père. Je veux dire, et quel odieux personnage. Et il tue sa belle-mère, et il tue son demi-frère. Enfin voilà quoi. Non, et il tue Osha aussi, qu'on avait vite oublié, qui était avec Rickon. Enfin voilà. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais bon, elle l'a cherché, elle voulait le tuer aussi. Ah bah. c'est une série où il n'y a pas beaucoup de moralité, et que quand tu sens que quand le personnage veut donner un sens à ses actions, et du genre qu'il va, enfin tu vois, qu'il essaie de donner une espèce de motivation, une motivation noble à ses actes, en général c'est la mort qui l'attend. Et je pense au mec qui se fait écraser le crâne par merde, tu sais, le beau gosse là, j'ai un trou de mémoire sur le nom. Le beau gosse, Jaime Lannister? Non. Merde, celui qui s'est fait écraser le crâne là en saison 4. Ouais, alors tu sais quoi, tu me poses des questions sur des vieilles saisons, c'est même pas la peine. Moi je me suis rendu compte en regardant des vieux épisodes, j'ai oublié plein de trucs. Et tu sais que nos auditeurs sont en train de se dire, ah mais oui, évidemment, Lord Oberyn, voilà. Ah, Oberyn Martell, oui, d'accord. Voilà. Oui, bah lui, effectivement, je me rappelle comment il est mort. Mais oui, tout le monde s'en souvient. En revoyant des vieux épisodes avec ma nana, je me suis rendu compte que oui, j'ai oublié plein de trucs, et qu'il y a énormément d'arcs que d'un coup où tu comprends exactement ce qu'ils sont en train de dire, parce que à l'époque quand tu regardais le truc, t'avais un dialogue, bon bah il te passait un peu au-dessus de la tête, et en fait tu te rends compte que ça a une incidence et ça mène sur quelque chose plus tard. Et les épisodes là où on a vu le Blackfish, alors attends, c'est un Tully, c'est quoi son nom déjà, son prénom, je ne sais plus, mais bref, quand Jaime ramène Edmure Tully et que le Blackfish refuse de lui filer Riverrun, et c'est là que je me suis rendu compte que mais oui, en fait je les ai déjà vus, ces deux personnages, je les ai déjà vus il y a longtemps, et j'ai revu le Red Wedding avec ma nana, et c'est là que j'ai fait ah putain, mais oui, voilà, là lui c'est Edmure, lui c'est le Blackfish. C'est vachement utile de revoir les vieux épisodes, et je pense que je vais tout me retaper, parce que voilà, revoir des petits épisodes de ci de là, ça permet vraiment de se rendre compte de plein de choses. T'es pas le genre Edmure Tully, il faut réexplique qui c'est.
c'est le... Ed Murtully, c'est le frère de Catelyn Stark, et Voilà. c'est celui qui s'est marié avec une des filles de Walder Frey lors du Red Wedding, et qui a fait ensuite tuer, qui a fait a tuer. terminé dans un donjon, voilà, et qui s'est retrouvé marié à une fille Frey parce que Robb Stark, qui était promis à une fille Frey, finalement avait épousé celle qui était devenue sa femme, et donc Et il est prisonnier depuis 3 saisons. Et voilà, ça fait 3 saisons qu'il était dans un donjon chez les Frey. Et d'ailleurs, en parlant des Frey, alors j'ai bien aimé que ce soit Arya qui fasse bouffer à Walder Frey ses fils, mais j'ai trouvé ça un peu expédié en fait. Oui, c'est expédié. Bah, il s'est téléporté déjà là-bas. Déjà, voilà. Et puis c'est un peu comme, genre, ok, ils auraient pu en faire un épisode entier, quoi. Tout comme j'ai trouvé que c'est dommage qu'on voit pas le combat entre Arya et l'autre, la faceless, la meuf qui voulait la buter. Ah non, mais ça c'est normal. Bah, j'ai trouvé ça dommage. On en a assez vu, ils se sont courus, ils se sont coursés pendant les villes, Bah comme, ouais, comme le T-1000 dans Terminator 2, là. le truc, c'est que tant qu'elle se C'est- coursait, on en a assez, Arya quoi. avait clairement pas l'avantage, quoi. Et là, hop, elle éteint la bougie, puis c'est bon, dans le noir, elle est plus forte pour se battre. Ouais, si on veut, mais bon, j'ai trouvé ça un peu dommage. Ouais, mais bon, c'est de l'ellipse, je veux dire. Mais dans le même temps, tu comprends que tout le pognon était parti dans le plan séquence de la bataille entre Jon et... Quel Ramsay, making-of, donc, encore une fois, quel making-of. Je sais pas si tu l'as vu le making-of? J'ai pas vu le making-of, mais Ah, le making-of, il est plan incroyable. séquence, Où c'était fou. où il t'explique que les 40 chevaux, ils courent vraiment contre Jon Snow, quoi. Ah, Et qu'il ouais. est vraiment là et que ça joue au millimètre, et c'est sans doute un des making-of les plus fascinants que j'ai vu, quoi. Et surtout Ah, non, parce mais- que ça blastait comme un film, comme un actionneur, et je pense que, quelque part, cet épisode-là est mon blockbuster préféré de la saison, quoi. Ah, c'était c'est pas incroyable. Warcraft, hein, c'est sûr. Visuellement, c'était incroyable. Je l'ai pas vu Warcraft, donc je ne pourrais pas comparer. Tu l'as vu, toi? Non, mais je me le garde pour une belle soirée. Moi, il faudrait que j'aille au ciné, là, voir Warcraft et voir Finding Dory avant qu'il disparaisse de la C'est vrai, fiche. tous les films qui me restent à aller voir au ciné, à la fois pour le boulot et à la fois pour le plaisir. Et quand je dis pour le boulot, c'est les comédies. Hein. C'est des comédies, ouais. Ouais. Moi, j'ai la chance de pas avoir ça, donc... Oui, ah oui, ça c'est vrai que tu n'as pas. Et qu'est-ce que tu penses de Jorah Mormont? Est-ce que tu penses qu'il va avoir un moment, puisque ce mec-là, quand même, Lord Friendzone. ce mec n'est que malheur quand même. Ah, bah, Lord Friendzone, il a pas de bol. Bah, il aura... je pense qu'il aura son ultime acte héroïque en défendant Daenerys avant de, je sais pas ce qu'il va devenir, il va se transformer en pierre ou en monstre ou je sais pas exactement. J'ai pas bien compris en quoi c'est censé, ce que c'est censé lui faire le truc. Je sais pas, dans le pire des cas, il devient The Thing des 4 Fantastiques, quoi. C'est ce que j'ai compris. Ouais. Et en parlant de transformation, Benjen aussi j'ai pas compris, puis il se transforme pas. Bah, Benjen, pourquoi il il les suit plus pas ou moins, il est plus ou moins White Walker. J'ai pas compris pourquoi il les suit pas. J'étais Il content de revoir Benjen, même si c'était évident que c'était lui dès le moment où il apparaît. Parce moi, que tu dis, j'ai complètement oublié son existence. Ah ouais, pourtant ça faisait plusieurs saisons où il rappelait son existence. Hein, genre, il reparle de Benjen qui a disparu et à aucun moment, bah évidemment, tu le vois pas mort, donc il est pas mort. Donc je sais pas, j'ai content de le revoir. Dans le même temps, moi je suis assez fan de Varys et avoir revu des vieux épisodes me rend encore plus fan de Varys au final. Je suis très content que le Maester Pycelle se soit fait buter parce que c'est tout ce qu'il méritait, cette espèce d'enfoiré. Je sais pas si tu te rappelles dans la saison. Alors attends, j'ai un trou de mémoire sur les noms. Meister Pycelle, c'est Le Grand Maester Pycelle, c'est le vieux barbu chauve qui se balade avec des clés autour de sa ceinture. Celui qui est en permanence avec des prostituées et qui là se fait buter. Ouais, c'est vraiment c'est un personnage subsidiaire, quoi. Mais c'est un perso subsidiaire, mais je sais pas si tu te rappelles, c'est dans la saison 2 ou 3, et ça c'est un épisode que j'ai revu, donc c'est facile pour moi, mais c'est pour ça. Tyrion était Hand of the King, et il raconte à Pycelle, à Varys et à Baelish qu'il veut marier Myrcella à 3 personnes différentes. Et il dit voilà, j'aimerais bien marier Myrcella à tel perso, à tel perso, à tel perso. Et là, t'as scène suivante, Cersei qui vient vers lui, folle de rage, genre il est hors des questions de marier Myrcella à tel mec. Et donc il sait lequel des 3 l'a trahi et allait parler à Cersei. Et c'était déjà Pycelle. Donc c'était déjà un sale traître, quoi, le type. Alors que Varys, lui, il était déjà loyal, quoi. Oui, mais Varys, tu sens que c'est genre le grand horloger qui veut essayer de goupiller le monde comme une horloge, quoi. Tu vois, il a envie. Il a peut-être il a sûrement un plan derrière, mais je pense qu'il est sincèrement ami avec Tyrion. Bon, après derrière, la sincérité, c'est difficile à savoir. C'est d'ailleurs assez bizarre parce que leur revoir est assez émouvant et puis ensuite tu les revois sur le bateau.
ensemble, ni vu ni Bah c'est deux. ça, c'est que Varys se téléporte à Dorne et puis il revient, hop, il est sur le bateau. C'était vraiment bizarre. Il y a vraiment une temporalité particulière. Bon, l'avenir de la série, en gros, c'est que Cersei devienne une vraie méchante et qu'elle devienne une espèce de pouvoir antagoniste face à cette espèce de force de bien qui est en train de s'unir Bah là, de toute autour façon, de Jon Snow, quoi. la série maintenant manque de méchants, donc je pense que ça va être Cersei. Je ne sais pas ce que va devenir Daenerys, parce que Daenerys, c'est quand même, c'est devenu un peu Attila, quoi. C'est devenu une conquérante et Oui, elle est. Les gens disent ouais, Daenerys, mais elle est complètement maboule, hein. elle est elle est complètement elle est complètement passée de l'autre côté, quoi. Et avec ses rêves de conquête, voilà, il est pas impossible que le côté je suis gentil et je libère les esclaves, il passe un peu à l'as, quoi. Mais on verra bien. Et De toute façon, on est parti pour 2 saisons encore, a priori. Ouais. C'est parti pour être une série en 8 saisons, je pense. du coup, ouais, je pense que Bran aura un grand rôle à jouer à la fin. Ouais, C'est celui qui connaîtra la vérité, en fait. bah, Bran connaît la vérité. Voilà, il y a eu la révélation, entre guillemets, de qui sont les parents de Jon. Et aussi la révélation que la puberté est quand même un sale truc, quand même. Ah, c'est difficile, hein. Le pauvre. C'est très difficile pour Bran. Alors, j'aimerais bien qu'on reparle rapidement de l'épisode avec Hodor. Avec cet arbre magique caché qui a une porte de derrière. Qui a une porte de sortie dans le dos. Et ça c'est fabuleux. Parce que pourquoi diable a fait une porte de sortie dans un arbre magique, quoi. Et ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que genre la semaine d'avant, parce qu'avec ma copine, on se refait aussi tous les X-Files qu'elle avait jamais vus. Et toi, genre, t'as pas envie que ton couple est dur, toi. et une semaine avant, on avait vu un épisode de X-Files où t'as des dossiers secrets qui sont cachés derrière des portes avec un code, une combinaison super compliquée à avoir pour lequel ils ont risqué leur vie pour avoir la combinaison. Et au moment où ils arrivent à trouver le truc, oh, il y a tout un tas de mecs qui débarquent avec des fusils d'assaut. Donc ils sont obligés de s'enfuir et ils s'enfuient et au bout d'un tunnel, ils trouvent une porte de derrière. Et là, le premier truc que ma nana a dit, c'est non mais attends, pourquoi ils sont pas entrés par là plutôt que de se faire chier à chercher le code et à passer par la porte blindée? Et là, Game of Thrones, la semaine suivante, fait exactement la même chose, et j'étais un peu mort de rire. Parce que oui, pour le côté dramatique, Hodor et tout le bordel, c'est super, mais quand il réfléchit, pourquoi cet arbre a une putain de porte de derrière qui sort d'on sait pas où, quoi? Enfin, c'est tellement ridicule. Bref, ça n'avait aucun sens, et c'était rigolo. Voilà. Et avant qu'on en boucle avec ce Game of Thrones, quand même assez enthousiaste, hein, je veux dire. J'ai adoré cette saison. Eight, c'est une saison quand même, enfin, genre, il se passait tout le temps des trucs. Il y a pas un épisode où tu ressortais moins bon, où ils sont sur un bateau pendant 1 heure et il se passe rien. Ouais, non, vraiment, je suis très content de cette saison, et voilà, je me fous un peu de l'épisode de la porte parce que c'était vraiment risible, mais globalement, c'est quand même une saison solide. Mais j'étais en train de penser à un truc. Quel est, au fond, là, ça fait 6 ans, quel est ton moment préféré de cette série? Genre le moment où tu gardes, quoi, genre ce moment clé. Bah, c'est difficile parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais je t'avoue que j'ai pas souvent eu le souffle coupé comme je l'ai eu au moment de l'explosion dans l'épisode final, là, dans l'épisode 10 de la saison 6. Ah, mais moi, l'explosion, même si je la voyais venir, et puis le suicide de Tommen derrière, enfin, j'ai eu un peu le souffle coupé quand même. J'étais. Non, pas moi, parce que je sentais que ça allait arriver et que. Ouais, même en sentant et que ça arrive en début d'épisode et tout. Moi, je vais te dire, mon moment préféré, je crois que c'est dans la saison 4. Je crois que c'est dans la saison 4. Moi, c'est le procès de Tyrion. Et c'est le moment où tu sais, où on lui fait son procès, en fait. Et il y a plein de gens où tu qui sens arrivent. que les dés sont pipés. Les dés sont pipés, et il voit tous les mecs qui défilent pour dire, ah bah, il baisait des putes. Ah là là, il est genre. Et où sa meuf le trahit. Oui, sa meuf le trahit. Il a pas vraiment sauvé lors de la King's Landing lors de la grande bataille, alors que c'est quand même le mec qui c'est complètement lui, ouais. C'est complètement lui, alors que c'est pas un grand combattant. Et genre il est harassé, et puis au bout d'un moment il voit la prostituée arriver, et elle fait son réquisitoire, et là il en peut plus, il dit, et là il lâche, il pète un boulard et il fait putain, mais en fait je l'ai pas tué, ce putain de connard, mais si j'avais pu, je l'aurais fait. Je l'aurais fait parce que c'est un odieux petit connard, et je vous aurais tous tués aussi. Et il pète complètement un boulard et il dit oui, je suis là, et il demande en plus le Tribal Combat, et je pense que c'est le plus grand moment d'acting de toute la série,
Je pense que c'est aussi et soyons plus fous, je pense que c'est carrément son moment d'acting à lui en tant que comédien. Je pense qu'il n'aura jamais un rôle aussi puissant et une situation aussi, enfin, genre, il n'aura jamais un rôle comme ça à nouveau, quoi. Et quand tu regardes les autres trucs dans lesquels il a tourné, c'est pas glorieux, hein. Ouais, mais on peut jouer dans Pixel et tout ça, ça peut arriver, quoi. mais tu sais que Peter Dinklage, enfin, ouais, et même, c'est le rôle de sa vie. Et il l'a joué. Mais clairement. C'est une très belle scène. Il l'a joué comme enfin, vraiment, moi, c'est une scène qui me, il est face à son père qui est vraiment l'odieux connard, quoi. Putain, cette scène, elle est incroyable. C'est mon moment préféré de toute la série, quoi. Et encore une fois, quel grand comédien, quoi. Heureusement qu'ils avaient lui, et heureusement qu'ils ont pas pris, Jean Dujardin en le faisant rapetisser, avec des images de synthèse, quoi. Tu vois, eux, ils ont des grands acteurs pour jouer ça. Eux, ils ont compris, oui, voilà. Ah là là. Bon, je pense qu'on a fait le tour de Bon, bah, vivement la saison 7. Il paraît que la saison 7, elle est un peu retardée. Ah ouais, bon, bah, écoute, tant pis, va falloir attendre encore plus longtemps, du coup, mais, c'est dommage parce que l'impatience est quand même grande. En tout cas, en ce qui me concerne, je sais pas toi. Enfin, ils l'ont retardé un peu, tu sais, parce qu'ils veulent la tourner en hiver, vu que peut-être que le Brexit va foutre la merde aussi. Ah, c'est ce qui se dit. Ah, si Brexit fout la merde à Game of Thrones, genre, la fin. Parce que le but, c'était quand même de cette série, c'est qu'ils ont tout monté en épingle. Il y avait quand même, genre, 4 saisons de build-up, quoi, tu vois. Ouais. Le but, c'est, qu'est-ce qui va en rester, quoi? Est-ce que ça va deliver à la fin? Et s'ils se loupent sur la fin, putain, ça aurait été un moment assez incroyable en termes de série, quoi. Parce que même si t'aimes pas l'Heroic Fantasy, même si t'aimes pas tout ça, c'est pas forcément ma cam à la base, hein. C'est une série qui aura marqué les gens, quoi. Ouais. C'est une série qui aurait vraiment marqué les gens. Et son époque. Donc, voilà. Je continue à regarder un peu pour ça, parce que je sais que, au moins, de temps en temps, elle me donne ces petits moments de frisson, quoi. Moi, j'avais perdu un peu en intérêt, genre saison 3, 4, et puis là, non, là, je suis revenu à fond, là. À la saison 3, tu veux dire au Red Wedding, quand même? Je pense que avant le Red Wedding, je commençais un peu à me dire bon, ok, mais j'avais perdu un peu d'intérêt, puis le Red Wedding a relancé le truc, et puis ensuite la saison 4. Il a pris tout le monde de court, quoi. Ouais, sauf les gens qui avaient lu les bouquins. Ouais, et encore, je vais te dire un truc, à part un connard que je connais, personnellement, les gens qui ont lu le bouquin ont vraiment été très élégants. Ils auraient pu spoiler ce truc, ce moment clé, quoi, de l'histoire, et ils se la sont tous bouclés. Ouais. Franchement, c'est genre, on lit pas le bouquin, mais chapeau bas aux mecs qui ont lu le bouquin et qui nous ont pas spoilé de ça, quoi. Ah oui, non, c'est très, très, très sport de leur part. Ouais. Bon, bah, vivement la saison 7, alors. Ça sera notre petit rendez-vous. Ce sera le mot de la fin. Vivement la saison 7. Voilà. Vous m'avez traité d'abruti? Oui. Je pratique les arts martiaux. Judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne conne pas. Je le regarde et je m'en vais. Eh ben, tire-toi, alors. Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots effilés. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance. PD. After Eight, c'est un titre trompeur, car non. à la fin... Mais ouais, je t'assure, sûr c'est un titre trompeur. Parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Puis il faut le dire, la semaine dernière, après tout cette espèce de boule de haine qu'on a eu après Camping et la Antoniente Spotation, il nous fallait bien beaucoup à des sujets un peu positifs. Donc tu t'es pas fait casser la gueule par Fabien Antoniente, ça va? Non. Pas encore. On n'est pas encore assez gros pour ça, je pense. Bon. Lui par contre, il est assez gros pour ça. Oh putain, non, ça tu la coupes, elle est vraiment trop... Tu la coupes, elle est vraiment trop nulle, celle-là. Non, mais je veux dire, il était costaud, quoi. Ouais, ah oui, c'est vrai qu'il a cassé la gueule à des journalistes. Attends, le mec, c'est une masse, quoi. Ouais. Tu vois les photos, quand il te met une gifle, tu dois la sentir passer, hein. C'est pour ça que, à chaque fois, sur les documents, je donne ton adresse. Alors, dis-moi, Quix, quelle est ta recommandation de cette semaine? Alors, ma recommandation, j'en ai parlé au début. Il y avait un groupe qui avait samplé Chicago, qui avait samplé If You Leave Me Now, qui est peut-être un de leurs morceaux les plus connus. Et ce groupe, c'est Lemon Jelly.
Alors, faut bien le prononcer Lemon Jelly, comme gelée de citron, parce que quand on le dit trop vite, on a l'impression que c'est Evangélie qu'on essaie de vendre, mais pas du tout. Lemon Jelly, c'est un groupe de musique électronique anglais de Londres qui a été formé en 1998 et qui, malheureusement, 10 ans plus tard, et donc depuis 2008, est en hiatus, et ça me rend très triste car je ne les ai jamais vus en live. Ils ont commencé avec 3 maxi qu'ils ont regroupés pour faire leur premier album, qui n'a pas vraiment de titre, mais qui s'appelle lemonjelly.ky, comme leur site web, lemonjelly.ky. Ensuite, ils ont enchaîné avec Lost Horizons, qui est leur deuxième album, mais qui est leur premier album studio, entre guillemets. Lost Horizons, qui est pour moi leur meilleur album, qui est vraiment extrêmement sympathique et qui est, je pense, le meilleur album pour se mettre à Lemon Jelly. C'est trouvable sur Spotify. Je pense que les 3 albums sont trouvables sur Spotify. Ensuite, ils ont sorti un 3e qui s'appelle 6495 et qui utilise des samples. En fait, c'est un album concept. Chaque piste utilise un sample qui est représentatif, entre guillemets, d'une année. Et donc, ça se passe entre 64 et 95. Par exemple, il y a un morceau qui utilise une performance vocale de William Shatner. Et à l'inverse, Lemon Jelly. William Shatner, dont il faut prononcer le nom très clairement, sinon c'est William Scheller, hein, les gens. Donc William Shatner, le capitaine Kirk de Star Trek. Et ils ont collaboré ensuite sur son album Has Been, parce que William Shatner fait aussi de la musique, et c'est pas mal du tout, pour si vous avez l'occasion d'écouter. Sans déconner, c'est parce vraiment très écoutable. Moi j'ai vu que des haters de William Shatner. Son album Has Been est vraiment chouette. Moi je l'aime beaucoup. Il a été produit par Ben Folds, et il y a vraiment, il y a Aimee Mann dessus, il y a Lemon Jelly dessus, il y a Henry Rollins dessus. Non, vraiment, moi, Has Been, je l'aime bien. Bref, pour revenir à Lemon Jelly, ils ont tout un univers qui est vraiment très marqué, parce que les gars à la base sont DJ mais sont aussi graphistes, et ils ont créé un studio qui s'appelle Airside, qui était un studio de graphisme, et donc leurs albums, tu les reconnais immédiatement. L'album 6495, il y a eu un DVD qui est sorti avec des clips pour toutes les pistes, et c'est des clips très psychédéliques, mais toujours très agréables à regarder, et reconnaissables en 3000, hein, toujours. Et voilà, c'est donc un groupe que j'adore et qui malheureusement est en hiatus, que je n'ai toujours pas vu live, et ça me rend très triste. Donc j'espère peut-être qu'un jour ils se reformeront. En attendant, je me réécoute en boucle les 3 albums. Lemon Jelly, c'est de la bonne. Toi, Daniel, ça m'a bien donné envie. Qu'as-tu comme recommandation? Mais écoute, alors c'est vrai que cet épisode est un peu surprise pour moi, parce qu'en fait on n'avait pas décidé qu'on allait faire un After Eight à cause de Japan Expo, et puis on se dit toujours qu'on va zapper une semaine, et en fait finalement on l'a fait. Mais je me suis dit merde, j'ai rien à recommander, et en fait si, j'ai toujours un truc à recommander sous le coude. Et là je vais parler de How to Talk to Girls at Parties. C'est un graphic novel de Neil Gaiman, Fabio Moon et Gabriel Ba. Et il faut que... Alors, je vais pas présenter le premier, évidemment. Tu connais Neil Gaiman? Je connais Neil Gaiman. Mais tout le monde ne connaît pas forcément Neil Gaiman. Hein. Non, écoute, merde. Sandman et... Enfin, genre, tu te Sandman, American Gods. American Gods, Stardust, Coraline. American Gods qui va être adapté en série bientôt, là. Il a fait de la télé, il a fait énormément de traductions, d'adaptations plutôt, et c'est vraiment, et je pense que c'est un des auteurs les plus, des plus, à la fois fins mais en même temps efficaces parce qu'à chaque fois qu'il touche à un sujet, il arrive à bien à toucher à la substantifique moelle du projet, quoi. Et ouais. Bon, inutile de présenter Neil Gaiman, c'était pas mon propos. Je vais plutôt parler de Fabio Moon et Gabriel Ba, qui sont 2 de mes dessinateurs préférés. C'est des jumeaux qui habitent au Brésil. Alors moi je les connais grâce à Day Tripper que j'ai lu. Tu connais Day Tripper? Alors ouais. C'est très bien. Day Tripper. C'est un très bon. De Day Tripper. C'est notre ami Cyril Sushi qui me l'a offert, donc je lui passe le bonjour. C'était un très beau cadeau. Day Tripper, c'est comment le décrire? C'est un comic book il y a 10 épisodes, je crois, 10 numéros. Je crois. Il me semble. Hein, je saurais pas trop bien en parler. Bah, tu vois pourquoi je voulais que tu m'en parles, parce que c'est un truc presque ésotérique. C'est ésotérique. C'est super chouette, mais c'est très dur à expliquer. Ouais. Et alors moi je vais expliquer leur autre comics qui est un de mes comics préférés ever. Ils ont dessiné Umbrella Academy, qui est un comics de super-héros qui s'inspire, qui est
comme très inspiré de Cyborg 009, ce que les gens qui lisent des mangas connaissent. Ouais. Et c'est une espèce d'Uchronie avec des gamins qui ont des super pouvoirs en 1977, dans un monde alternatif où JFK n'est pas mort et où c'est un monde steampunk et super-héros 1977. C'est génial. Et c'est écrit par Gerard Way, que tu connais peut-être. Est-ce que tu connais Gerard Way, non? Non, Gerard Way. Eh ben Gerard Way, si tu dois le connaître, parce que c'est un auteur de comics, mais il est aussi créateur du groupe qui s'appelle My Chemical Romance. Alors effectivement, je connais Gerard Way. Donc tu connais Gerard Way, je savais que tu le connais. Bien malgré moi, hein, je ne suis pas un énorme fan de My Chemical Romance. Mais par contre, c'est un putain d'auteur de BD. Et Umbrella Academy, si vous avez l'occasion, c'est vraiment génial. C'est vraiment super. Un vrai comics d'aventure. Et vraiment intelligent. Il était publié chez Dark Horse aux États-Unis et chez Delcourt en France. Et donc, j'en reviens à How to Talk to Girls at Parties. C'est vraiment un graphic novel assez court où deux mecs lambda rentrent dans une soirée. Il y en a un qui sait parler aux filles et l'autre pas. Et ils vont vivre une soirée très inhabituelle où ils vont parler à des filles. C'est fait avec subtilité et c'est très très beau. Je ne vous recommande ce graphic novel vraiment. C'est publié chez Headline, qui est un éditeur anglais. Ouais. Et vraiment c'est de la très bonne cam, quoi. Vraiment, allez-y. How to Talk to Girls at Parties. Très bien. De toute façon, si y a Gaiman. Et c'est très court, hein. C'est vraiment pas pour d'habitude on recommande des trucs mastoc où il faut vraiment avoir un backlog phénoménal pour comprendre l'histoire. Là, c'est vraiment allez-y, quoi. Et Umbrella Academy, c'est que 2 volumes. Hein, pour l'instant. Lui aussi, un comics sans hiatus. Ah ouais, c'est triste. Oui, mais bon, attends, les mecs, il est rocker, il fait le tour du monde. C'est vrai. Les comics, ça doit être son side job, tu vois. Et c'est la fin du 15e épisode d'After Eight. Eh bien écoute, Quix, dis-moi, où peut-on te repérer sur la toile? Alors, KWYXZ sur Twitter, les forums de Gamecult comme d'habitude, Gaming Since 98X peut-être, en hiatus on va dire, hein, parce que c'est la mode apparemment. Et sinon, écoute, je ne suis pas en train de me balader dehors à jouer à Pokémon Go, car ce n'est pas vraiment ma cam, mais bon, peut-être, hein, j'essaierai, on sait pas. Et toi, Daniel, mais surtout, tu connais aucun Pokémon, surtout. Ah, mais je n'ai jamais joué de ma vie à Pokémon, donc commencer par Pokémon Go me paraît très prématuré. Donc il faudrait que je m'y intéresse déjà d'abord à la série canonique, entre guillemets. Ah putain, et vu que toi t'es un maniaque, tu vas te faire tous les Pokémon avant. Oh là là. Ah oui, je commencerai par rouge-bleu, oui, ça c'est sûr. Ouais, et puis tu vas tous te les faire un par un, mais je comprends que t'arrives épuisé à la fin. Ouais, c'est pas impossible. Et bien, moi, vous pouvez me retrouver sur Kamui Robotics, et je vais l'appeler comme toi, KAMUI-ROBOTICS. Vous pouvez me retrouver aussi sur Gamecult, donc normalement il devrait avoir l'épisode de Gaijin Dash tourné en public à Japan Expo, où on a mis toute notre énergie. Ouais. Et puis bien sûr Super Ciné Battle, dont le dernier épisode est diffusé depuis ce lundi. Depuis lundi, voilà. Et puis bien entendu, vous pouvez nous retrouver sur After Eight. Donc After Eight, c'est disponible sur le site after8.fr, sur iTunes, sur YouTube. Et on en parle, c'est devenu notre gimmick. Et je pense que SoundCloud, il y a pas eu un... Je sais pas, il y sera peut-être, je sais pas. Non, mais il n'y a pas eu un grand engouement pour dire non, regardez-le sur SoundCloud, s'il vous plaît. Personne n'est venu nous voir pour nous dire préparez-vous, absolument regarder SoundCloud. Sans doute bientôt enlever de SoundCloud. Ça nous apporte... Alors, on laisse un peu de temps aux gens, mais... Voilà, préparez-vous. Merci encore de nous suivre et de nous soutenir et de laisser des commentaires. Et si vous prenez le temps d'écrire un commentaire sur iTunes, de mettre les petites étoiles. Et voilà. les petites étoiles, ouais, voilà. En fait, il faudrait que je fasse des t-shirts, mettez des étoiles. Et à bientôt pour notre prochain épisode. On vous embrasse très fort. Merci, à bientôt. Des bisous, salut. Saying that you'll
pécho Out There Chronicles. Je sais pas, je vais attendre de voir les reviews parce que Out There, j'ai jamais réussi à aller très loin et ça m'a vite saoulé donc. Ah ouais. Moi je me souviens que j'ai joué dans le bus au Costa Rica et c'était mortel. Bah ouais, non mais moi j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le design, mais à chaque fois je crevais sur un truc injuste qui a fini par m'énerver quoi donc. Bah ce genre de jeu est injuste de base. Ouais mais genre tu vois tu fais une partie parfaite, t'es nickel et d'un coup il y a un événement aléatoire qui t'arrive et tu perds quasiment tous tes trucs et tu peux plus aller nulle part. Ah, là t'es super. Ça m'a trop saoulé quoi. Ouais, t'aimes pas l'injustice, c'est ça. Ah non j'aime pas l'injustice dans les jeux vidéo vraiment quoi. Dans quel rap il y avait un connard qui disait je préfère justice à l'injustice? Je crois que c'est Kerry James, il disait je préfère la justice à l'injustice. Et ouais, je préfère les gens gentils aux gens méchants. Et ça m'avait paru tellement débile, je veux pas balancer sur Kerry James, mais ça m'a l'air tellement débile. Les paroles de rap débile me hantent pendant des années quoi. Je peux te dire Booba et Ruff m'ont hanté. L'œuvre de Booba doit te hanter, c'est ce que j'allais dire. Non mais Booba, il y a des punchlines au moins, tu vois. C'est un mec ouais.